Oh là là, le tourbillon d'émotions, quoi. C'est un truc de malade. Ça va être très dur de tourner cette vidéo, je vais pas vous le cacher là, parce qu'on est passé par des moments, des phases très très particulières sur cette quinzaine. Et la fin là, alors là j'enregistre immédiatement après les images de Novak Djokovic qui est en larmes avec son clan, avec sa mère, avec son frère. Et c'est des images qui m'ont vraiment touché, et je pense que là on atteint tout ce qu'on aime dans ce sport, dans le tennis, quoi. C'est des victoires qui sont presque romanesques. On peut se rappeler, mais en fait ça m'a fait penser à la victoire de Rafael Nadal à l'US Open en 2019, où il est complètement effondré, il regarde quelques images sur l'écran géant. Roger Federer également, quand il revient en 2017, la victoire iconique contre Rafa. Bref, on est en train de vivre des moments qui sont très particuliers, très précieux, très politisés également, malheureusement. Et là, la victoire de Novak sur cette Australian Open, je trouve, elle est particulièrement politique. C'est un message par rapport à tellement de choses, c'est une revanche, c'est une vengeance par rapport à la saison 2022. On a vu, il y a tout qui s'est libéré d'un coup chez lui. Bref, je pars un peu dans tous les sens sur cette introduction, je suis désolé, je suis vraiment sur le coup de l'émotion. On va faire comme d'habitude hein, sur les débriefs de finale de Grand Chelem. On va commencer par revenir sur un débrief individuel. Ensuite, je vous présente les clés de compréhension de la finale et on terminera cette vidéo avec un bilan du tournoi. Avant ça, un petit mot sur le sponsor de la vidéo, Winamax, qui m'a accompagné sur la fin de la quinzaine. Vous avez pu le remarquer, ça a été un soutien précieux pour moi sur cette Open Australie, donc je les remercie. Winamax, vous connaissez le principe, c'est un site de paris sportif. Vous avez un lien dans la description avec un potentiel de free bet jusqu'à 100 €. Alors attention, évidemment, c'est un jeu qui est exclusivement réservé aux adultes. Il faut que ce soit du plaisir, un jeu responsable, c'est très très important. Ne pariez pas des sommes que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Allez, on revient au match et on commence avec la première partie de cette vidéo qui est mon analyse détaillée individuelle des joueurs. Alors commençons par le vainqueur, commençons par Novak Djokovic, décima à l'Open d'Australie, 22e Grand Chelem. C'est tout à fait monumental, c'est un exploit qui est monumental, il faut le saluer. On aura le temps de revenir bien sûr en détail sur la suite de la vidéo, sur certaines choses qui m'ont un petit peu chagriné, mais là concentrons-nous sur les éléments positifs, donc c'est absolument énorme. Un niveau extraordinaire par instant du côté de Novak, qui s'est réinventé sur cette saison 2023, il est un peu plus épais, on va en parler dans l'analyse tactique de la rencontre, un jeu plus offensif, et je trouve ce tournoi, c'est vraiment symptomatique de son évolution permanente, et c'est le trait commun qui guide le Big Three. Comment ils se sont réinventés au fur et à mesure de leur carrière, comment ils ont rajouté des petites pièces, des petites briques à leur jeu, ce qui fait que maintenant, Novak Djokovic, bah, c'est un monstre absolu. Et monstre, c'est pas un terme utilisé par hasard, il est monstrueux. Pour le battre, il faut sortir une performance absolument cosmique. Vraiment, tu te dis, mais comment tu peux réussir à battre ce mec-là? Il a tellement de ressources, il a tellement de vie, c'est le boss final, quoi. Alors, évidemment, il y a le côté revanche qui est tout à fait savoureuse, quoi. Tu peux imaginer à quel point remporter ce titre, après ce qui s'est passé en 2022, bon, après, on va pas revenir sur ses choix personnels, et il est tout à fait libre, et il assume ses décisions, mais ça crée une espèce d'arc narratif qui est complètement dingue, je trouve, et qui est tout à fait à l'image en fait de ce joueur. Par contre, ce qu'on peut regretter, c'est qu'il y a un écart hallucinant quoi, entre lui et la concurrence. Je pense que Novak Djokovic, là, les seuls joueurs qui auraient pu le battre, c'est un prime Federer ou c'est un prime Rafa. Et encore Rafa sur dur face à Novak, il l'a plus battu depuis l'US Open 2013, même s'ils ne se sont pas non plus affrontés énormément. Stan peut-être également, un immense Stan en mode God mode. Voilà, donc il a une marge qui est énorme, qui est trop grande, à mon sens, pour l'intérêt du spectacle. Mais après, c'est pas de sa faute, hein, c'est à cause de la concurrence qui est malheureusement un peu faiblarde en termes de technique, de tactique, de mental surtout. Et ça, on l'a vu dans les 2 tie-breaks face à Stefanos Tsitsipas. Le truc aussi, c'est que le tennis, bah, ça reste un spectacle, ça reste un show, et quand on a des tournois un peu à sens unique, comme celui qu'a vécu Novak Djokovic, même s'il y a eu plein d'éléments périphériques intéressants à commenter, bah, je trouve que c'est un petit peu regrettable pour l'intérêt du tennis, du sport. Franchement, dès qu'il remporte le 2e set, on sait que c'est plié, quoi. Du côté de Novak, ce qui a également animé son tournoi, c'est le conflit permanent. Là, ça a été limite caricatural avec les médias, avec les arbitres, avec son clan, ça on va en reparler d'ici quelques instants. Toujours dans le conflit, il a besoin de ça.
C'est ce qui nourrit son feu intérieur. Il est guidé dans toute sa vie par rapport à ça, quoi. En 1999, quand il est à Belgrade et qu'il est sous les bombes de l'OTAN, dans sa carrière, c'est le 3e larron, c'est celui qui a plus de choses à prouver par rapport à sa position. Il arrive, il y a déjà une rivalité qui est établie entre Rafa et Roger Federer. Et je trouve que tout son chemin de vie et de carrière, c'est un roman, quoi. Et surtout, chez lui, on a une compréhension totale de tous les éléments tennistiques. Il laisse rien au hasard. Et encore une fois, on a vu sur ce tournoi le metagame à quel point il est meilleur que les autres sur ce secteur, quoi. Quand il fait, alors on sait pas s'il fait vraiment semblant de pas se souvenir de la finale contre Tsitsipas, mais bon, quand on voit les images, soit il est super bon acteur, soit il avait vraiment oublié. Mais plein de petites choses comme ça, quoi, plein de déclarations, d'attitudes également sur le court, à théâtraliser, à mettre en scène sa blessure, parce qu'on peut parler de mise en scène par rapport à tout ça. Le truc aussi, c'est que moi, personnellement, j'avais remarqué déjà, fin 2022, qu'il avait quelques limites, quelques difficultés sur ses déplacements latéraux, sur ses reprises d'appui. Ça, on l'avait vu contre Medvedev, c'était au Masters, contre Fritz également, à la fin de son tournoi au Masters, mais également ce qui s'était passé à Adélaïde. Un peu plus lourd, mais je pense qu'il a légèrement changé de structure physique. On va en reparler encore une fois. Stefanos, de son côté, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir de sortir une performance comme ça? Alors, il passe à côté de ses 2 tie-breaks, ok. Je pense qu'il y a des étapes de progression incompressibles quand vous êtes un jeune joueur. Bon, après, Stefanos, il commence à avoir un petit peu de bouteille, c'était sa 2e finale en Grand Chelem, mais vous avez des étapes incompressibles, et battre Novak Djokovic et ou Rafael Nadal en Grand Chelem, ça fait partie de ces étapes. Bon, un Rafa en bonne santé, un Mackenzie McDonald qui bat Rafa sur cette Australienne, ça va pas, je pense, métamorphoser sa vie, parce que Rafa était clairement en vrac. Mais vous devez passer par ces étapes, elles sont fondamentales, et Stefanos, il lui manque encore une petite vitesse. Il y a quelque chose, même si au niveau mental je le trouve excellent, mais il est à distance raisonnable du Big 3, du Big 2, maintenant on peut le dire, vu que Roger a pris sa retraite il y a 5 mois maintenant. Et voilà, donc Novak et Rafa qui bloquent totalement les accès au tennis, qui quadrillent, qui cadenassent. On peut éventuellement le regretter, mais c'est pas de leur faute à eux. Eux, ils sont dans une quête d'absolu, dans une transcendance, dans aller récupérer le plus grand nombre de majeurs, devenir le plus grand joueur de tous les temps. C'est une quête, c'est la quête principale pour eux, tu vois, c'est vraiment le truc essentiel. Et c'est aussi là que tu te rends compte que Stan, qu'est-ce qui nous a sorti Stan, quoi? 3 victoires en Grand Chelem sur 4 finales. Enfin, ce qu'il faut réussir à sortir pour battre ces mecs-là, c'est inhumain. Vraiment, c'est inhumain. Alors, il y a Stan, Daniil à l'US Open en 2021, mais je pense que Daniil, il profite un petit peu de la situation, du contexte, même si Daniil est très très fort, attention, hein, je dis pas l'inverse, mais Novak, qui vient de remporter les 3 premiers majeurs, qui joue pour un Grand Chelem calendaire, qui a joué les JO et qui s'est épuisé à Tokyo, donc il était un peu plus prenable, et il s'était mis un peu trop de pression, j'imagine, Novak sur cette finale. Il y avait quelque chose au niveau de la pression également sur cette finale, on va en discuter, mais je pense légèrement inférieur, ou en tout cas différent. Et donc plus on voit la nouvelle génération se casser les dents face aux monstres du jeu, plus on se rend compte également, enfin ça met en valeur les performances des joueurs ces dernières années. Et moi je voudrais vraiment dire un mot sur Andy Murray avant qu'on bascule sur l'analyse tactique de la rencontre, de la finale, parce que ce gars, il a fini numéro 1 mondial face au Big 3. Là, il nous a sorti encore un début de tournoi, 2 matchs absolument faramineux, et lui, vous le voyez, hein, il a un truc supplémentaire également, quoi. Alors, il est à distance assez large, assez raisonnable du Big 3, mais voilà, ces gars, ils sont spéciaux. Donc on peut éventuellement être un peu déçu du fait que la concurrence, la compétition, elle est pas ouf, mais il faut également avouer que c'est fascinant à regarder. Allez, on bascule sur l'analyse de la finale de l'Open Australie 2023, et un thème essentiel dans cette finale, c'est celui de la pression. La gestion de la pression, c'est ce thème qui a commandé l'issue de la rencontre, les momentum également. Stefanos qui va avoir 2 balles de break à sauver lors de son premier jeu, et qui va subir la pression de Novak, qui est campé sur la ligne, qui retourne long, profond. Et à chaque fois qu'on a des points importants, vous l'avez remarqué sur les précédents matchs également, il extrait des doubles fautes sur des balles de break. Ici, double de la part de Steph, parce que tu sais qu'il faut que tu trouves de la longueur, tu sais qu'il va t'agresser. En plus, il remporte ses jeux de service facilement, donc il te met une pression supplémentaire sur toi, tes jeux, parce qu'il faut absolument tenir, sinon tu le reverras pas.
Donc l'équation, elle est vraiment difficile à résoudre. Retour agressif, service d'une très grande qualité, même si le pourcentage n'était pas extraordinaire sur cette finale, il est un tout petit peu au-dessus de 60%. Et puis là, Steph qui va monter pour essayer de brouiller un peu les pistes, et on le sait, essayer d'agresser, de prendre du temps et de capturer du terrain face à Novak, ça peut fonctionner, mais là il va sortir une défense extraordinaire et un passing, donc là tu te prends un missile sur ta première montée, du coup ça va un peu tamiser tes ardeurs. 36 coups gagnants, 22 fautes directes pour Novak Djokovic, et un point qui est fondamental dans le nouveau tennis qu'on est en train de voir de la part de Novak sur ce début d'année 2023, je trouve, c'est la prise de masse au niveau du haut du corps. Vous l'avez vu torse nu plusieurs fois dans le tournoi si vous avez regardé ses rencontres, et c'est manifeste. Il a pris au niveau des épaules, il a pris au niveau des biceps, des bras, il est un peu plus large également au niveau des hanches et des abdominaux, donc il a beaucoup plus de puissance. On a vu également les statistiques de puissance en coup droit, là c'est justement un coup droit qui va satelliser, et Steph ne va pas du tout y aller. La vitesse, elle est plus élevée par rapport à ses tournois précédents. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui a été travaillé, et c'est l'une des clés de son succès sur ce tournoi. Au niveau tactique, on a vu des choses intéressantes, très précieuses, et qui manquent à Stefanos Tsitsipas. Alors 0-15 ici, qu'est-ce que va faire Novak Djokovic sur les 3 prochains services? Je vous pose la question, vous pouvez y réfléchir. Eh bien, il va servir 3 fois sur le revers. Il va soit extraire un retour dans le filet, soit un one-two évident où il peut se jeter dedans. Donc sur les points importants, sur les points essentiels, Novak qui a ciblé le revers de Stefanos, et les points un peu plus laxes où il y a moins de pression, il variait, quoi, coup droit, revers, sur le corps. Donc une stratégie habituel, on est sur un 10-0 de toute façon pour Novak Djokovic sur les 10 derniers matchs. Je vous parlais de tension, de vulnérabilité, Novak qui était sur un fil sur ce tournoi, et ça s'est particulièrement exprimé à partir de 3 partout dans la deuxième manche, les échanges entre Goran et Novak. Oh là 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 là, il a passé son temps à pourrir Goran. Et là en fait j'ai l'impression que parmi ses accompagnateurs, parce qu'il s'est débarrassé de Marianne Vajda depuis peu, c'est quasiment des sbires, c'est des sbires quoi, c'est son frère qui l'avait également pourri Adélaïde, c'est Goran qui passe son temps à pourrir, et là le fait désormais qu'on puisse interagir avec son clan, je pense que ça va renforcer, ça va mettre un accent supplémentaire sur ça quoi, c'est-à-dire que les clans désormais c'est des éponges, et ils doivent prendre la frustration des joueurs, ils doivent l'avaler, et je trouve que ça donne des images à la fois intéressantes à commenter, et voilà on est content, on voit des émotions, mais ça doit être dur à vivre pour les gars qui sont dans le box. Le deuxième set s'est rééquilibré, Stefanos Tsitsipas qui s'est davantage engagé dans ses coups droits, même s'il y a eu trop de fautes dans les moments importants, ça on va en reparler. Donc il y a eu une conquête de territoire, une lutte entre guillemets d'influence, donc il fallait prendre le contrôle, il fallait repousser son adversaire. Là vous le voyez, Novak qui est à 3-4 mètres de la ligne de fond, donc Steph qui va s'emparer du filet, malheureusement pour lui, il va choke cette volée de revers, et voilà, on a je pense un manque de volume au niveau de la volée pour Stefanos, ça n'a pas été un secteur dans lequel il a brillé, déficit d'exécution, mais aussi ça quoi, voilà, c'est là que ça s'est passé également, là t'as pas le droit quoi, deuxième balle de 7, 128 km à l'heure, et qu'est-ce que fait Stefanos? Donc il vise le revers bien sûr, Novak Djokovic, qu'est-ce que fait Stefanos? Petite moonball là, ça nous rappelle ce que nous a fait Rune contre Rublev, tu peux pas te permettre. Alors oui c'est facile de ma position, moi je suis là, je regarde les matchs et j'analyse entre guillemets froidement, je suis pas sur le court, mais à ce niveau-là de compétitivité, et face à un gladiateur à sang-froid tel que Novak Djokovic, tu lui remets une balle tendre, qu'est-ce qu'il fait lui? Il va pouvoir distribuer à sa sauce, il va pouvoir également extraire une balle attaquable, et une fois qu'il l'a, il te met un coup gagnant, et c'est terminé, la porte se referme. Autre temps fort majeur de cette finale, ça a été le tie-break du deuxième set, c'est peut-être d'ailleurs le temps fort le plus important. Stefanos qui s'est complètement embourbé sur son point fort, son coup droit, 4 fautes directes, pas bien positionnées. Alors, quand il touche son coup droit, parfois il veut trop en faire, donc on a eu beaucoup de fautes directes, beaucoup de déchets, donc 4 fautes directes en coup droit sur ce tie-break, une en revers. C'est trop quoi, tu donnes 5 points à un prédateur comme Novak, tu perds le tie-break, tu te retrouves à 2-7-0, et la mission elle est impossible. Début du troisième, on va avoir une baisse de régime, un break des breaks, bon c'est en fait assez anodin dans la lecture globale de la finale, je trouve. Ici Novak, un revers d'approche où il fait pas trop l'effort, il va la mettre dans le couloir, une double faute également, mais bon c'était un peu à sa guise, le truc c'était totalement à sa main, là vous le voyez, bon il n'y a plus trop de problèmes à la cuisse, un déplacement, une défense absolument titanesque qui va lui permettre d'extraire une faute, de débreaker immédiatement. Donc Novak, quand ça compte, quand c'est important, il se remet à 100%. En fait, il ajuste son niveau un peu comme il a envie, quoi. Et c'est là que tu te dis que... Enfin, il donne en tout cas cette impression.
C'est peut-être pas vrai, c'est peut-être pas réel, mais il donne cette impression à l'adversaire, et c'est ce qui compte le plus. On avance, on se retrouve dans le tie-break, c'est l'avant-dernière palette, un tie-break où à aucun moment on se dit que Stefanos va pouvoir faire quelque chose, même avant que le tie-break débute, c'est ça qui est fou. Gros retour de la part de Novak Djokovic qui va se détacher, qui aura fait le plus dur. Il va y avoir un peu de tension pour boucler la partie, évidemment. Et on se retrouve sur la dernière palette, ces images folles dont je vous parlais au tout début de la vidéo. Novak qui s'est effondré avec son clan, qui a pleuré de longues minutes, c'était une victoire qui lui tenait vraiment à cœur. Il se retrouve depuis le début de la saison avec son frère. Voilà, il y a quelque chose également d'encore plus émotionnel de se retrouver avec son petit cercle familial, même si Serdiane était absent de la finale, la sacrée Serdiane. Enfin voilà, des images qui m'ont touché et qui m'ont rappelé également la finale de Roland Garros 2015 face à Stan, où il se fait acclamer par le public, où il montre une certaine vulnérabilité et il brise le masque, il brise la carapace. Novak, c'est beaucoup de jeux de dupes, c'est beaucoup d'apparence, de mal alpha, de loup, etc. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus spirituel chez ce joueur, de plus vulnérable, et justement, il y avait possiblement moyen pour Stefanos d'exploiter cette vulnérabilité. Il n'a pas réussi à le faire, parce que manque d'outils tennistiques, il a subi la pression un peu plus que Novak, et du coup on se retrouve avec un Novak Djokovic à 22 grands chelems. Troisième partie de cette vidéo, un petit bilan du coup du tournoi vu qu'il est terminé, et également un mot, quelques observations que j'aimerais vous partager avec vous, avec la majorité silencieuse, les personnes qui commentent également régulièrement sous la chaîne. Alors, on doit revenir sur un thème important parce que vous savez que ce qui me tient à cœur, c'est de faire un travail juste et honnête sur cette chaîne. Donc on peut pas dire quelque chose d'un joueur et ne pas le dire sur un autre. Il faut rester cohérent et chasser un peu la fameuse hypocrisie sardoche. Bref. Moi, il y a un truc qui m'inquiète, c'est quand des blessures, quand Novak dit la blessure elle est très grave, très inquiétante en début de tournoi, et que finalement il est en finale et il ne se ressent plus de rien, comment est-ce que des blessures peuvent se résorber en quelques jours comme ça? Comment c'est possible? On doit se questionner par rapport à ça. C'est important parce que c'était un fil rouge essentiel de cet Open Australie. Ça rappelle également ce qui s'est passé à Roland Garros en 2022 avec Rafa. Quand il joue tout le tournoi avec des infiltrations, là c'est surtout au niveau éthique que ça pose question. Et qu'est-ce que le sport de haut niveau, le tennis de haut niveau révèle? Il révèle en fait que c'est une destruction absolue pour le corps, quoi. C'est très dangereux pour le corps. Et pour éteindre tout ça, pour éteindre ces polémiques, il faudrait être transparent. Et ça manque de transparence. Par rapport à l'Open Australie 2020 également, la déchirure aux abdominaux, qui n'empêche pas de remporter le tournoi. Alors lui, il a dit, Novak, je suis tout à fait disposé à donner les scans, à livrer la vérité, etc. Je pense que c'est important qu'il le fasse. C'est très important qu'il le fasse. Il faut qu'il y ait plus de transparence, il faut qu'on puisse, nous, en tant qu'observateurs et fans de tennis, avoir zéro doute. Ne pas avoir l'ombre d'une suspicion, et puis en plus ça alimente les guéguerres entre les fans toxiques, et ça nivelle la discussion vers le bas. Donc on a en fait sur ce tournoi qui était moyen, disons-le, voilà, on peut se dire les choses maintenant en face, on a eu le run de Murray, les 2 matchs, Bonzi PCB c'était cool, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bref, ce message, je voulais vraiment vous le partager parce que j'estime que la conversation tennis, elle est pas de bonne qualité globalement, entre des personnes qui n'existent que dans la contradiction permanente parce qu'ils veulent se faire remarquer, les tweets de gens qui sont pros, qui sont anti, et même là je le vois avec l'évolution de la chaîne capte un peu plus de gens, et les commentaires sont, je trouve malheureusement parfois un peu à côté de la plaque. Même si j'essaie de répondre et de valoriser les très bons commentaires, et il y en a plein, hein, attention, hein, je pense que la majorité qui suit cette chaîne est intelligente et a du recul par rapport au tennis. Faut pas oublier que c'est qu'un sport, hein, les gars, c'est pas, faut pas s'enflammer non plus, même s'il y a de la passion, évidemment. Donc voilà, je regrette un petit manque de justesse, de finesse. Bref, j'espère que le message est passé. En tout cas, ça a encore été une quinzaine fructueuse pour Service Volé. Je suis très content globalement d'avoir pu survivre jusqu'au bout de ce tournoi. Si vous aimez le travail qui est fait, si vous aimez le tennis sur YouTube, si vous voulez soutenir ma chaîne,
il y a quelque chose de très simple, et vous le savez, c'est vous abonner. J'ai vu qu'il y avait quoi, 40% des personnes qui regardaient la chaîne ces derniers temps et qui sont pas abonnés. N'hésitez pas à le faire, c'est super important. Passez les 20 000, continuez la progression sur Service Volé. Et moi, je vais continuer à me dépouiller pour vous offrir des années, je l'espère, de qualité, et continuer la progression de la chaîne. Voilà. N'hésitez pas donc à faire ça, à pousser également la vidéo, à commenter si vous avez aimé cette quinzaine. C'était l'Open Australie sur Service Volé. Ciao.